Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. Les pépettes. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Les pépettes. Tous ceux qui peuvent acheter une résidence principale aujourd'hui le font. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient fait les calculs de est-ce que c'est plus rentable d'acheter sa résidence principale que de rester en location. 95% des gens font pas ce calcul-là, même 99%. Et même toute la communication autour de l'achat de la résidence principale joue sur l'affect. Bienvenue sur Les pépettes, je m'appelle Aude Guyenne et je cherche à réconcilier sens et argent. C'est vrai que si je regarde uniquement les critères financiers, je me dis, t'as raté la meilleure occasion de ta vie il y a 6 ans, t'es en train de la rater tous les ans depuis cette année-là, tu vois. Il n'y a pas que ça qui pèse dans la balance. Est-ce que vous avez intérêt à rester locataire ou à devenir propriétaire de votre résidence principale ? C'est une question que je me pose depuis un certain temps maintenant, donc j'ai décidé de prendre le sujet à bras-le-corps et de le traiter avec 2 experts en investissement responsable. J'ai nommé Gaël Berthélémé et Maëlle Caravaca. Si vous envisagez l'achat de votre résidence principale, est-ce que c'est pour les bonnes raisons ? Quelles sont les questions que vous devez vous poser pour vous assurer de prendre la bonne décision et ne pas avoir de regrets plus tard ? Quels sont les impacts qu'on a tendance à sous-estimer quand on devient propriétaire ? Qu'est-ce qui vous rendra le plus heureux ? La location ou la propriété immobilière ? Quel raisonnement avoir si vous manquez de clarté sur votre avenir ? Et comment intégrer vos valeurs sociales et environnementales dans cette réflexion ? Notre intention, c'est de vous permettre d'avoir toutes les cartes en main pour prendre la bonne décision. Et c'est pourquoi on a abordé cette thématique sous 2 angles. L'angle émotionnel avec Gaël et l'angle purement financier avec Maëlle. Gaël et Maëlle commencent à devenir des voix familières sur ce podcast. Je les ai déjà reçus plusieurs fois. Ils ont cofondé ensemble La Crèmerie. La Crèmerie, c'est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans l'investissement responsable. Et ils se sont donnés pour mission de vous proposer les meilleures solutions d'investissement. Des solutions performantes, inclusives et durables, parce qu'ils sont convaincus que vous pouvez préparer votre avenir sans compromettre celui de la planète. Allez, je vous laisse retrouver Gaël pour cette première partie. Très bonne écoute. Salut Gaël. Salut Aude. Bon Gaël, tu commences à devenir une figure familière sur ce podcast parce que tu nous as déjà expliqué dans l'épisode 20 comment on peut gagner des pépettes en faisant du bien à la planète. Plus récemment, on a enregistré ensemble un cas pratique dans lequel tu partages aussi ton raisonnement pour construire une stratégie d'investissement sur mesure, adaptée à ses projets de vie et à ses convictions, puisque je rappelle que tu es le cofondateur de La Crèmerie, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans l'investissement responsable. Tu es aussi l'auteur de la newsletter Épinard. Aujourd'hui, tiens, je vais te proposer un nouvel exercice. Si tu devais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices sous un autre jour, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, un autre truc qui me prend pas mal de temps, en plus de mon travail, c'est la course à pied. Je cours pas mal depuis maintenant un peu plus de... Près bientôt 10 ans, et plutôt course sur route, semi-marathon, marathon. Voilà, c'est mes 2 distances un peu favorites. Marathon, je me casse encore régulièrement les dents dessus, mais semi-marathon, un peu plus de plaisir. Génial. Si jamais tu viens faire le marathon de Biarritz, tu me tiendras au courant. Exactement, ça pourrait être dans les objectifs. Aujourd'hui, on va traiter tous les 2 un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on se situe tous les 2 dans la trentaine, parce qu'on n'est pas encore propriétaire de notre résidence principale et parce que j'ai lu que l'âge moyen pour accéder à la propriété, c'est 33 ans. Donc, on est en plein dedans, on est en plein dans cette période de vie où on commence à se demander si on n'a pas intérêt à acheter sa résidence principale. Alors, est-ce qu'il vaut mieux devenir propriétaire de sa résidence principale ou est-ce qu'il vaut mieux rester locataire ? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc toi, Gaël, qui a bientôt 32 ans, est-ce que tu as déjà envisagé l'achat de ta RP, de ta résidence principale ? J'y réfléchis d'ailleurs en ce moment même. J'y ai déjà réfléchi il y a quelques années quand je m'étais installé à Lyon juste après mes études. Enfin, c'est un sujet une question que je me pose régulièrement. Est-ce que c'est maintenant que je dois acheter ou pas ? Si je dois acheter, qu'est-ce que j'achète ? Enfin bref, c'est un peu le serpent de mer de la résidence principale quand on est entre 25 et 35 ans. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou pas ? Oui, surtout que, en plus d'être dans cette période de vie, tu t'es marié récemment, tu t'es marié l'été dernier, donc normalement aussi, si tu suis le modèle que la société nous propose, ta prochaine case à cocher, c'est l'achat de votre nid douillet. Est-ce que tu ressens d'ailleurs cette injonction peut-être à devenir propriétaire de ta résidence principale ? Ouais, il y a une belle pression sociale, on va dire, sur ce sujet-là. Moi, autour de moi, tu l'as dit, hein, la trentaine, c'est un peu là aussi où tout le monde devient un peu propriétaire
quand voilà, on gagne bien sa vie. Donc moi, mes amis autour de moi commencent à devenir propriétaires. Ceux qui ne le sont pas encore sont en train de chercher des maisons ou des appartements. Comme tu l'as dit, je viens de me marier. Donc effectivement, moi, toute la société me pousse à acheter ma résidence principale maintenant. C'est un peu la question du moment. Après, j'ai aussi moi des pressions beaucoup plus personnelles qui me poussent à me poser la question parce que aujourd'hui, je suis en location. Je suis pas spécialement satisfait de l'offre de location à Bordeaux, de ce que je peux trouver. Donc du coup, je me pose la question, est-ce qu'en fait, je ferais pas mieux d'acheter pour que le bien me corresponde plus? Pour avoir posé la question à plusieurs invités sur ce podcast, moi, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle, en fait, c'est pas si simple de faire un choix, c'est parce qu'il y a en quelque sorte deux dimensions qui s'entrechoquent quand on se pose cette question. Il y a d'un côté la dimension émotionnelle et psychologique et de l'autre la dimension purement économique et financière. Donc, est-ce que financièrement parlant, c'est plus intéressant d'être propriétaire ou d'être locataire de sa résidence principale? Aujourd'hui, on va se concentrer avec toi sur l'aspect émotionnel et on abordera avec Maëlle Caravaca, qui est ton associé à la crèmerie, l'aspect financier. Alors justement, est-ce que pour toi, l'achat ou non de sa résidence principale, ça doit être avant tout une décision émotionnelle ou une décision financière? Je pense que ça doit être les deux. La bonne réponse de Normand. Je pense que ça doit être les deux. En fait, c'est à la fois pas entièrement un achat purement financier parce que de toute façon, il y a beaucoup d'affect dans le choix de sa résidence principale. Enfin, tous ceux qui peuvent acheter une résidence principale aujourd'hui le font. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient fait les calculs de est-ce que c'est plus rentable d'acheter sa résidence principale que de rester en location. 95% des gens font pas ce calcul-là, même 99%. Et même toute la communication autour de l'achat de la résidence principale joue sur l'affect. J'ai jamais vu une pub qui dit achetez cet appartement parce que vous allez économiser 20 000 euros plutôt que d'être en location. C'est jamais ça qui est mis en avant. C'est plutôt projetez-vous, construisez la maison de vos rêves, installez-vous chez vous. Enfin, il y a une notion d'affect, de bien-être autour de l'achat de sa résidence principale, dans toute la communication qui est portée autour de ça. Les arguments sont rarement financiers quand on parle de résidence principale. Pourtant, on entend beaucoup, tu sais, cette expression, en fait, rester locataire, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Et ça, du coup, c'est vraiment la partie financière pure. C'est en fait quand on donne un loyer à quelqu'un, effectivement, c'est de l'argent qu'on reverra jamais. Là où acheter une résidence principale, on se crée de facto un effort d'épargne. Mais il n'y a pas que ça qui joue non plus. En fonction du moment où on l'achète et au moment où on revend, c'est pas toujours la meilleure décision de sa vie. Oui, mais ce que je me demande, c'est est-ce qu'on achète sa résidence principale pour des raisons d'affect, comme tu nous le dis, ou parce qu'on a juste cette petite phrase qui tourne en boucle, il faut absolument acheter dès que tu peux pour épargner et ne pas donner ton argent bêtement et rembourser le crédit de quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a vraiment les deux. Il y a une partie, effectivement, où il y a un peu ce bon sens commun de se dire, en fait, faut pas jeter l'argent par les fenêtres dans un loyer et acheter. Mais en même temps, l'achat de la résidence principale, c'est pas uniquement un choix financier, quoi. Ça, il y a beaucoup de gens qui vont acheter un peu au-dessus de leurs moyens ou dépenser après un peu plus que prévu. Et ça, le fait de dépasser son budget ou de se mettre à des niveaux d'endettement un peu élevés, c'est aussi parce qu'il y a un affect dans le choix de sa résidence principale qui est ultra important. C'est quelque chose où on a envie de se projeter, on a envie d'y vivre longtemps, et donc du coup, on est prêt à faire des packages sur le budget, quoi. C'est ce que nous disait aussi Guillaume Simonin, qui est un ancien conseiller en gestion de patrimoine que j'ai reçu sur le podcast, et qui me disait, pour beaucoup, finalement, l'achat de sa résidence principale, c'est pas un choix financier, c'est avant tout un choix de vie, parce que on associe à l'achat peut-être donc de l'affect, comme tu disais, peut-être ça nous confère ce sentiment de confort, de sécurité, de sérénité qu'on peut rechercher. Il y a aussi Nicolas Echen, je trouvais ça intéressant, qui me disait, donc Nicolas Echen, qui est également un conseiller en gestion de patrimoine, qui travaille lui pour Prosper Conseil, et qui me disait que pour lui, finalement, l'achat de la résidence principale, ça reste le meilleur investissement en raison notamment de la valeur d'usage. Et pour lui, cette valeur d'usage, elle doit primer finalement sur l'aspect économique et financier. Il y a un aspect aussi social, hein, c'est un statut social. Être propriétaire, c'est quelque chose qui est valorisé aujourd'hui dans la société. Faut pas l'oublier non plus, quoi. Mais tout ça s'entremêle pour pousser à des décisions qui sont à la fois un mix de finance et d'émotionnel. Donc, si on doit donner aux auditeurs et aux auditrices une sorte de grille de lecture pour les aider aussi dans leur réflexion, quelles sont, selon toi, les premières questions que l'on peut se poser pour nous aider à savoir si on a plutôt intérêt à rester locataire ou à devenir propriétaire de notre résidence principale? La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on le fait justement pour la pression sociale ou est-ce qu'on le fait pour soi? Reconnaître la pression sociale, c'est un bon premier pas, savoir que ça existe et que du coup, se poser la question, ça serait la première étape. Et après, si on se dit qu'on se fait pour soi, il y a
plusieurs questions à se poser. C'est est-ce que c'est le bon moment d'acheter sa résidence principale? En fait, vous verrez avec Maël, mais il y a des délais à respecter dans l'achat responsable si on veut que ça, financièrement, ça soit intéressant. Et dans ces délais-là, du coup, faut savoir se projeter. Par exemple, quand on est dans les grandes villes, il faut compter entre 8 et 15 ans, on va dire à peu près. Et si on n'est pas capable de se projeter dans cette ville-là pendant 8 ou 15 ans, ça peut paraître un peu compliqué d'acheter sa résidence principale. Et justement, je suis tombée, en préparant cet épisode, sur le baromètre qui a été fait par Meilleur Taux. Je vous le mettrai d'ailleurs en description de l'épisode. Et d'après ce baromètre, il est dit que c'est à partir de 15 ans de détention qu'on rentabilise l'achat d'une résidence principale d'une surface de 70 mètres carrés. Donc en gros, selon leurs études, il faut 15 ans pour pouvoir amortir aujourd'hui tous les frais liés à l'achat de sa RP, donc les frais de notaire, les frais d'agence, le coût du crédit immobilier, enfin, tout ce qu'on verra avec Maël, mais ça paraît complètement dingue. Ouais, c'est quelque chose dont les gens n'ont pas forcément toujours conscience. Il faut savoir que ce délai-là aussi, il varie grandement en fonction des facteurs économiques. Donc, typiquement, les taux d'intérêt auxquels on va emprunter pour sa résidence principale, l'évolution du prix du marché immobilier, etc. Mais effectivement, en ce moment, on est plutôt sur autour de 15 ans. Ça demande d'avoir un peu un effort de projection. Donc pour toi, là, finalement, aujourd'hui, la première question à se poser, c'est est-ce que je me projette de vivre dans ce bien et dans cette ville durant, en gros, les 15 prochaines années? Ouais, exactement. Du coup, quand on anticipe sur des durées comme ça, faut un peu se projeter et se dire, en fait, faut pas acheter dans sa situation actuelle. Je m'explique un peu. Typiquement, si aujourd'hui vous êtes célibataire et vous habitez Mulhouse, achetez pas un studio parce qu'en fait, sur 15 ans, il y a de fortes probabilités, enfin, en tout cas, si c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous vous mettiez en couple, éventuellement que vous ayez des enfants. Et donc, du coup, il y a cette notion-là, quand on se projette sur des durées longues, d'essayer d'anticiper les phases de la vie suivantes. Quand on est jeune célibataire, acheter un appartement dans lequel on pourrait vivre à deux. Quand vous êtes à deux, acheter quelque chose dans lequel on pourrait avoir des enfants, etc., etc. Donc ça demande, de se projeter personnellement dans une vie à deux, éventuellement, voire même à plus. Du coup, d'être en capacité aussi d'acheter des biens qui répondent à vos besoins futurs, quoi. Pour moi, tu vois, ça fait écho ce que tu dis à ma situation personnelle, où là, je me dis, bah, moi, je me projette très bien dans la ville où je vis actuellement, vraiment sur plusieurs années. Par contre, effectivement, je suis célibataire. Donc, l'appartement dans lequel je vis, tu vois, c'est un 39 mètres carrés. Donc, ça me convient parfaitement pour moi toute seule. Mais je me dis, si demain, je me mets en couple et je commence à procréer, là, on va vite se sentir à l'étroit. Et en même temps, si je me dis, tu vois, qu'il faut que j'attende d'être en couple pour acheter, parce que après il faut avoir cette capacité financière d'acheter tout de suite la maison ou l'appartement qui va bien avec 2 chambres pour les enfants. Je me dis que c'est un projet qui est pas du tout prêt à se faire. Donc, en gros, si je m'arrête juste à cette question, finalement, pour moi, la réponse ce serait, bah non, il faut que je reste locataire. Tu as quand même d'autres options. C'est-à-dire que là, je t'ai fait le cas idéal. C'est-à-dire que si tu veux occuper ton bien pendant 15 ans, tu vois, il faut anticiper les phases suivantes de la vie. Si tu te dis, bah voilà, par exemple, dans ta situation, tu peux aussi te dire, mais en fait, si j'achète un bien, il faut que je pense aussi location. C'est-à-dire, je vais l'habiter, mais à un moment, je dois être capable de le remettre en location. Pour moi, aller ailleurs avec mon conjoint, ma conjointe, etc. En fait, être capable que ce bien-là, il soit pas uniquement un bien d'habitation pure résidence principale, mais qui devienne à un moment un investissement locatif. Ou alors, faire des travaux et anticiper que tu vas le revendre assez rapidement. Et donc, tu vois, quand tu achètes quelque chose, de te dire, mais en fait, il faut que je puisse, moi, y apporter de la valeur pour pouvoir rembourser, en fait, les frais fixes qui sont les frais de notaire, les frais d'agence. Et donc, tu vois, typiquement, envisager une rénovation, envisager des travaux, ce genre de choses pour apporter de la valeur au bien et être capable de le revendre plus vite sans perte, quoi. C'est un peu la logique que tu peux avoir si jamais tu ne te projettes pas pendant 20 ans dans un 39 mètres carrés. Effectivement, de se dire, bah voilà, si j'aspire tout de même à devenir propriétaire de ma résidence principale, mais j'ai peut-être pas les moyens ou l'envie d'avoir tout de suite le 3 pièces, par exemple, peut-être du coup être capable d'envisager différents scénarios et de se dire, bah, si demain j'aspire à plus grand, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario-là? Comment je peux m'en sortir? Est-ce que je m'y retrouve? Et si en gros les calculs sont bons, dans ce cas-là, je peux passer à l'action. Exactement. Est-ce que toi, d'ailleurs, c'est un exercice que tu as fait? Enfin, est-ce qu'on a intérêt? Pour moi, ça me fait penser un peu à cet exercice où on fait les worst case scénarios. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, dans les pires situations? Et est-ce que je suis sûre d'avoir toujours une porte de sortie? Comme tu crées des stratégies d'investissement sur mesure, est-ce que tu as fait ça pour ton propre cas personnel ou pour le cas de certains clients que tu accompagnes pour les aider aussi à prendre cette décision? Alors pour mes clients, je le fais assez rarement pour deux raisons. C'est soit ils sont assez jeunes et ils se posent pas du tout la question, ils savent que c'est un projet qui va arriver, mais du coup ils sont plutôt dans une phase où ils disent bah
je mets de l'épargne de côté en vue de faire un apport, mais je sais que je vais pas le faire maintenant dans la résidence principale. Ou alors, ils l'ont déjà acheté et du coup, ils sont dans une phase après. J'ai rarement des clients qui viennent me voir, bon, dans 3 mois, j'achète ma résidence principale, qu'est-ce que je dois faire de mon argent? Généralement, dans cette phase-là, ils savent déjà quoi faire, c'est-à-dire mettre un apport, payer les frais, etc., payer les éventuels travaux. Donc, c'est pas les moments où ils viennent me voir en tant que conseiller en gestion de patrimoine. En revanche, cet exercice-là de dire est-ce que c'est le bon moment d'acheter, moi, je l'ai fait plein de fois pour moi. À titre perso, c'est un truc que je me pose après tous les ans, tous les 2 ans, où j'essaie de me dire, en fait, j'arrive dans une ville, est-ce que j'ai envie d'y rester longtemps? Est-ce que je peux acheter? Est-ce que j'ai envie d'acheter? Est-ce que je me projette suffisamment longtemps dans la ville pour me dire, OK, achetons un bien? Aujourd'hui, j'ai jamais répondu oui à toutes ces questions-là, ce qui m'a valu de rater de très belles opportunités parce que j'aurais acheté quand je suis arrivé à Lyon en 2016. J'aurais fait une plus-value incroyable quand j'y suis parti en 2022. À l'époque, j'étais pas dans cet état d'esprit-là, ça me convenait pas, je savais pas si j'allais rester à Lyon. Donc du coup, en fait, j'ai pas de regret spécialement de ne pas avoir acheté. Avec les informations, le savoir que j'avais à l'époque, c'était pas forcément une bonne opportunité. C'est toujours pareil, il faut éviter de trop regarder dans le miroir parce qu'en fait, maintenant, si on décide maintenant, on décide avec les informations qu'on a maintenant. On peut pas décider avec les informations qu'on aura dans 5 ans, quoi. Après, passer du statut de locataire au statut de propriétaire, ça change quand même pas mal de choses d'un point de vue responsabilité, charge mentale, etc. Et moi, c'était des sujets, je travaillais beaucoup, j'étais souvent en déplacement et j'avais pas envie de gérer ça non plus. Donc du coup, ça m'allait bien, ce statut de locataire. C'est quelque chose avec lequel j'étais assez à l'aise. Oui, tu fais bien de le mentionner, on sous-estime parfois la charge mentale qu'on peut avoir quand on devient propriétaire de sa résidence principale. Quelles sont justement les contraintes auxquelles on doit faire face quand on est proprio versus quand on est locataire? Je l'ai constaté des 2 côtés en voyant, tu vois, des amis devenir propriétaires et moi en étant locataire. C'est typiquement tout ce qui va être charge mentale des travaux. Quand on est locataire, il y a une fuite d'eau. Alors certes, on a la charge mentale parce qu'on sait qu'il y a la fuite d'eau dans notre appartement, mais tout ce qui va être gestion des travaux, réparation, contacter les artisans, faire les devis, etc., c'est pas au locataire de le faire, quoi, c'est au propriétaire. Donc nous, on est là, on constate le dégât et hop, après, c'est le propriétaire qui s'en charge. Pareil, il faut voir que tous les problèmes de voisinage deviennent autrement plus complexes quand on est propriétaire. C'est-à-dire quand on est locataire, on sait que même si les voisins font du bruit, si ça se passe mal, etc., entre guillemets, c'est assez facile, je mets des guillemets toujours, de déménager, de prendre un autre bien en location. Quand on est propriétaire, on est parti pour 15 ans. Si on s'entend mal avec ses voisins, 15 ans, c'est long, c'est très très long. Donc du coup, il y a ce genre de problématiques qui peuvent ressurgir et de manière beaucoup plus forte quand on est propriétaire. Et je passe aussi toute la partie sur la pression de l'emprunt. Quand on est locataire, certes, on doit payer son loyer tous les mois, mais on a toujours cette option de se dire, en fait, si j'arrive pas à payer mon loyer, ok, je change, je prends un appart plus petit et ça peut se faire rapidement. Alors que quand on est propriétaire, cet engagement de l'emprunt, cette pression de la dette, je pense que beaucoup la sous-estiment aussi. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs ce que disait aussi Michael Mango, que j'ai reçu également dans le podcast, qui est un économiste du bonheur, et qui disait dans son épisode que l'endettement, et qui dit endettement, dit en général aussi une épargne de précaution assez faible. Et ces 2 facteurs vont être très négatifs finalement pour son bonheur. Puisque comme c'est un économiste du bonheur, lui, il étudie l'impact de nos comportements économiques sur notre niveau de bonheur. Et il me disait qu'on avait tendance à surestimer l'impact de l'achat immobilier sur son bonheur. Donc, si, suite à l'achat de votre résidence principale, vous vous sentez submergé financièrement parce que vous vous rendez compte que finalement vos charges et vos mensualités de crédit représentent une trop grande part dans votre budget, peut-être aussi parce que vous allez avoir des travaux importants à financer, des travaux que vous n'aviez pas anticipés, peut-être justement parce que vous avez finalement un niveau d'endettement qui est trop élevé par rapport à vos ressources financières et donc votre épargne de précaution, elle est pas suffisante puisque vous avez tout mis dans l'achat de votre RP. Là, l'achat de la RP va vraiment avoir un impact négatif sur notre bien-être. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on néglige assez souvent et dont on se rend pas compte tant qu'on vit pas cette pression dont tu nous parles, cette pression de la dette qui peut également jouer sur notre bien-être et sur notre bonheur. Ouais, complètement. Et tu vois, même pour compléter juste là-dessus, sur cette partie emprunt, il y a un vrai sujet aussi autour du verrou de l'emprunt et de la résidence principale. Comme on y a mis beaucoup d'affect, qu'on s'est endetté sur un temps long, etc., on a du mal à prendre une décision rapidement pour changer. Je donne un exemple. Je l'ai vu autour de moi, des gens qui voudraient se réorienter, qui voudraient changer de métier, qui ont acheté il y a quelques années, en fait, ne le font pas, ne passent pas à l'acte parce que ça devient trop complexe. Les barrières à l'entrée de cette reconversion sont trop importantes parce que ça voudrait dire
revendre sa résidence principale, solder son crédit, déménager, etc. Et en fait, du coup, ces barrières-là deviennent beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient quand ces personnes-là étaient locataires. Donc, du coup, ça peut être un vrai verrou. D'où l'expression on crée notre propre prison dorée et on s'enferme finalement dans un emploi stable qu'on n'est plus libre de quitter. Et c'est pour ça que pour moi, il y a un vrai choix à faire entre finalement la liberté que nous offre la location et ce sentiment dont on parlait, ce sentiment de sécurité, de stabilité que nous permet d'avoir propriété immobilière. Toi, entre les deux, aujourd'hui, t'es plus, voilà, t'aspires à plus de liberté ou à plus de confort, de sécurité maintenant que tu es casé? Bah, c'est une bonne question. Je sais pas si j'aspire plus à l'un qu'à l'autre. Non, mais c'est ce que je commençais à partager là en tout début d'épisode, c'est que le parc locatif, en tout cas, tu vois, à Bordeaux, là où je suis, il est quand même de assez pauvre qualité, c'est-à-dire c'est des logements qui sont souvent mal isolés, mal meublés, mal agencés, etc. Et je pense que les bons appartements, il y en a en location, mais c'est juste que les gens, ils y restent, du coup, ils n'achètent pas leur résidence principale ou ils changent pas. Et donc, du coup, c'est vrai que j'envisage de plus en plus l'achat de la résidence principale comme un moyen de gagner en confort pour un niveau de dépense qui serait sensiblement le même. J'ai envie de dire oui et non parce que en faisant des recherches, là, je suis aussi tombée sur une étude qui a été faite par Virgile. Donc Virgile, c'est une entreprise qui aide notamment les primo-accédants à devenir propriétaires. Et je me suis rendu compte que quand même, quand on passe de locataire à propriétaire, on perd quand même en superficie à mensualité égale. Donc c'est-à-dire que moi aujourd'hui, si je devais acheter le bien dans lequel je vis aujourd'hui, j'aurais une mensualité de crédit qui serait quand même beaucoup plus importante que le loyer que je paye actuellement. Et leurs études montrent, dans une ville comme Paris quand même, je précise, mais bon, Bordeaux, on reste quand même sur une grande ville, on perd en moyenne 38% de superficie. Donc en gros, c'est comme si on renonçait à une pièce entière à mensualité égale, ce qui est quand même énorme. La stat est vraie. Et Virgile s'est pas trompé quand ils le disent. C'est l'hypothèse sous-jacente, c'est l'apport qui est fait par les futurs propriétaires, on va dire. Eux, ils considèrent que si on apporte 10%, effectivement, là, la stat de Virgile est vraie. Si on apporte plus, elle devient moins vraie. Mais du coup, parce qu'en fait, on s'endette moins par rapport au prix du bien. Moi, c'est un sujet que, comme je l'ai dit, je l'anticipe depuis pas mal de temps. Donc, en fait, j'ai une capacité d'apport qui est plus importante que 10%. Et donc, l'idée, ce serait, c'est pour ça que je disais à mensualité équivalente, de gagner en confort. C'est en fait parce que j'ai une capacité de faire des apports ou éventuellement de financer des travaux et donc de gagner en confort. Mais ouais, c'est pas vrai pour tout le monde. Mais la stat est vraie, hein. C'est assez hallucinant, hein. Si vous faites 0 apport ou même 10% d'apport et vous achetez un appartement à Paris, vous allez perdre en surface, ça va être assez drastique. Surtout en ce moment avec des taux qui sont assez élevés. Et ça aussi, ça a des conséquences d'ailleurs sur notre bien-être et sur notre qualité de vie, parce qu'on peut avoir ce sentiment finalement de rétrograder, de perdre en qualité de vie parce qu'on perd en surface aussi. Et donc toi, c'est intéressant. Toi, en fait, tu te vois mobiliser plus d'épargne dans l'achat de ta future résidence principale pour avoir aussi des mensualités plus faibles et donc ne pas avoir cette pression de l'endettement, enfin en tout cas une trop lourde charge à porter au quotidien. Alors, c'est un peu une question bête de stocker de flux, c'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur, moi, mes flux futurs, ils sont pas forcément garantis. C'est pas comme si j'étais dans un CDI, dans un gros groupe ou fonctionnaire où je sais à peu près que je vais gagner pendant 15-20 ans si je me débrouille pas trop mal. Toujours le même salaire. Là, en tant qu'entrepreneur, je sais que ça peut se varier à la hausse, à la baisse. J'ai la chance de m'être construit un patrimoine depuis quelques années qui me permet de faire un apport important. Et donc, c'est la logique est plutôt de dire, en fait, je vais mobiliser ce patrimoine-là pour réduire mes besoins mensuels plutôt que de garder l'argent dans les coffres, entre guillemets. J'ai une autre étude de la part de nos économistes du bonheur sur ce point. Après, j'arrête Vas-y. avec mes études, mais je trouvais ça intéressant parce que vraiment, ça m'a passionné ce sujet de comprendre l'impact de tout ça sur notre bonheur. J'ai découvert que les études montrent que le fait d'avoir de l'épargne liquide et disponible, ça va finalement avoir un effet plus significatif sur le bonheur que d'avoir de l'épargne qui est mobilisée dans un bien immobilier. Donc, en gros, les économistes du bonheur montrent qu'il vaut mieux avoir du cash qu'un bien immobilier pour son bonheur. Voilà, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on dit que cash is king. Ouais, cash is king, je ne connais pas sous ce sens-là, mais moi, je connais une autre expression anglaise, si tu veux, qui s'appelle le fuck you money. Mais c'est le même style, c'est de dire, en fait, avoir de l'argent liquide pour dire, bon, en fait, je m'en fous, je me casse, et que ça soit de son job, que ça soit de son conjoint ou sa conjointe, que ça soit de n'importe quoi, en gros, d'avoir de l'épargne liquide pour justement, à tout moment, tout plaquer et pouvoir survivre quelques mois, le temps de retomber sur ses pattes. C'est effectivement, je pense, ce qui est traduit dans cette étude de manière beaucoup plus polissée que fuck you money. Oui, je pense que même si on mobilise du cash dans l'apport en fait pour l'achat de sa résidence principale, c'est important toujours de se dire que finalement, il faut pas négliger la nécessité d'avoir quand même cette épargne de précaution à côté
et de pas mettre tout dans son apport pour son achat. Ouais, bien sûr. Pareil, du coup, pour préciser peut-être ma pensée sur mon cas personnel, l'idée est pas de tout mettre dans la résidence principale, mais d'en mettre une partie uniquement et de garder effectivement des volants de sécurité. C'est toujours utile. Bon, on a parlé de notre capacité à nous projeter sur des dizaines d'années, de la charge mentale que ça peut représenter de devenir propriétaire de notre résidence principale, de l'impact de la propriété immobilière aussi sur notre bonheur, sur notre bien-être, sur notre qualité de vie. Est-ce qu'il y a d'autres critères à prendre en compte, d'autres critères émotionnels, psychologiques à prendre en compte pour nous aider dans cette prise de décision? Ouais, je pense qu'il y a quand même un sujet autour des valeurs, tu vois, que ce soit les valeurs sociales ou environnementales lors de l'achat de sa RP. Je pense que c'est un truc que les gens commencent un peu à prendre en compte, mais pas forcément, se posent pas toujours forcément toutes les questions. Juste pour donner, tu vois, quelques exemples, il y a en fait, quand on achète une résidence principale, on va mobiliser tout un écosystème autour de nous. Je pense aux gens avec qui vous allez travailler en fait pour acheter ce bien-là, que ce soit les banques, les agences, les artisans, si vous faites des rénovations, etc. Et à chaque fois qu'on va sélectionner quelqu'un, on peut se poser des questions de est-ce que les gens avec qui je vais travailler promeuvent les bonnes valeurs, que ce soit sociales, environnementales. Et donc, du coup, on peut essayer de, comme ça, de se créer un écosystème autour de nous de gens qui sont alignés avec nos valeurs. Et même intrinsèquement sur le bien que vous allez acheter, qui va devenir, du coup, votre résidence principale, il y a plein de questions à se poser. Notamment, si je prends un peu l'aspect environnemental, mais de se dire, en fait, où est-ce que ce bien il est? Pas forcément en termes de valorisation, mais est-ce qu'en fait, est-ce qu'il y a un réseau de systèmes de transport autour de moi qui me permet de faire du transport en commun? Est-ce que si je veux utiliser mon vélo, en fait, il y a des aménagements qui sont adaptés? Ou pas. Et donc, est-ce qu'en fait, ça veut dire que si j'ai rien, est-ce que je suis obligé de prendre une voiture? Est-ce que si je prends une voiture, je peux éventuellement prendre une voiture électrique ou pas? Parce qu'en fait, il y a les réseaux de charge autour qui sont disponibles. Est-ce que le quartier, c'est un quartier qui est mixte socialement ou pas trop? En termes de surface, finalement, est-ce que je suis pas en train d'acheter beaucoup trop de surface par rapport à mes besoins? Est-ce que j'ai pas moyen de réduire? Ou si j'achète une grande surface, est-ce que j'ai pas moyen après de le mettre une partie en location pour vraiment maximiser son utilisation? Pareil sur la qualité du logement, ça c'est peut-être le truc qui, aujourd'hui, les gens sont assez sensibilisés avec les DPE, etc. Mais en fait, est-ce que mon logement est une passoire énergétique? Quelles sont les énergies qui sont utilisées au sein du logement? Et après, on peut aller même très très loin jusqu'à s'interroger sur les modes d'habitation. Mais en gros, tout ce qui va être habitat style tiny house ou habitat partagé, qui sont un peu des thèmes qui reviennent régulièrement quand on parle d'écologie et d'habitation, mais qui sont vraiment des shifts assez intéressants. Toi qui es un homme de conviction, Gaël, si tu prends en compte tes valeurs dans cette réflexion, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu te dis, par exemple, bah, je préfère investir dans l'ancien, dans une passoire énergétique pour pouvoir justement faire les travaux nécessaires pour améliorer ce logement? Ou alors, est-ce que je me vois, je sais pas, faire du co-living ou vivre dans un habitat partagé pour favoriser le lien social? Comment toi, tu les intègres dans ta réflexion? Alors, Tidy House, c'est un projet, ça m'a toujours fait marrer. Je pense qu'un jour, j'en aurai une, mais je sais pas quand ni comment. Mais plus, bah, en fait, ce qui m'attire, c'est plus l'aspect construction de la chose que le fait d'y habiter après. Donc bon, à tester. Non, après, sur la notion d'habitat partagé, j'ai des gens autour de moi qui sont en train de rejoindre des projets d'habitat partagé. Ultra intéressant comme démarche. Je pense qu'aujourd'hui, moi, j'aurais du mal à le faire pour une raison assez simple. En fait, c'est des lieux qui demandent généralement, donc l'habitat partagé, pour décrire un peu ce que c'est plutôt que d'acheter un bien et d'y vivre, on achète à plusieurs un lieu. Et du coup, les notions d'habitat ne sont pas fixes à l'intérieur de ce lieu. C'est-à-dire, je prends un exemple, si vous arrivez célibataire, eh ben, en fait, vous aurez du coup une petite part de ce lieu et au fur et à mesure des évolutions de votre vie, eh bien, vous pourrez échanger avec les autres propriétaires les différents espaces pour en fait suivre l'évolution de votre vie. Donc, en fait, vous achetez pas des 50 mètres carrés dans un lieu, mais plutôt vous prenez part à un lieu et qui va s'adapter à vos besoins au cours de votre vie, quoi. Dans ce cas-là, ça se matérialise comment? On rachète un peu plus de parts au copropriétaire Il y qui a a la même plus pas grande de, chambre? il y a même pas de notion de rachat, c'est juste vraiment une notion de le lieu, il est commun. Et donc, on se partage ce lieu commun selon les besoins de chacun. En fait, c'est vraiment un état d'esprit très participatif et donc chacun exprime ses besoins régulièrement. Et donc, du coup, en fonction des besoins, on se réadapte le lieu en permanence. Ce qui demande un très fort travail sur soi, sur sa manière de communiquer avec les autres, etc. Et de trouver aussi les bonnes personnes pour monter un projet d'habitat partagé. Il y a quelques habitats partagés assez iconiques. Je t'enverrai les liens, Aude, et tu pourras les mettre en commentaire pour ceux qui veulent chercher. Regardez à quoi ça ressemble. Bref. Mais en tout cas, bon, aujourd'hui, je suis pas prêt à le faire parce que du coup, c'est des lieux qui demandent que les personnes qui les rejoignent investissent beaucoup de temps.
Parce qu'en fait, il y a du temps commun, il y a du temps pour, généralement faire des travaux de rénovation, ce genre de choses, pour vraiment, faire vivre le lieu. Et moi, aujourd'hui, alors c'est peut-être égoïste, mais je me concentre beaucoup sur ma société, la crèmerie, et donc j'ai assez peu de temps à consacrer, à ce genre de projet. Et donc, si tu ne vas pas opter pour l'habitat partagé, vers quoi ton cœur penche? Non, aujourd'hui, je pense que le projet il ressemblerait plutôt à effectivement acheter de l'ancien plutôt que du neuf pour éviter toujours pareil d'artificialiser un peu plus les sols. Donc plutôt de l'ancien avec du coup de la rénovation ou alors un bien qui a déjà été rénové de manière correcte et décente. Mais je t'avoue que ça reste encore exploratoire. J'ai pas, tu vois, je suis pas en train de regarder toutes les annonces, etc. Et puis, j'imagine aussi que tu dois intégrer dans cette réflexion celle de madame. Ouais, complètement. C'est pas une discussion que j'ai tout seul avec moi le soir. On est deux à faire ces choix-là. On est deux à essayer de mettre en commun nos besoins, nos envies, nos objectifs, d'essayer de se dire, eh ben, en fait, est-ce qu'on aura vraiment le temps de faire des travaux si on veut faire de la rénovation, etc., etc. Pareil, discussion en cours en ce moment même, tu vois. Ok. Est-ce que vous avez des visions qui sont plutôt alignées ou est-ce qu'il y a eu peut-être des divergences dans votre manière de voir les choses que vous avez réussi à réconcilier en parlant? Ça va, on n'a pas trop de divergences, parce qu'en fait, enfin déjà, on a la chance de pas mal discuter, donc d'avoir à peu près des objectifs de vie communs. Il y a plus une question sur la temporalité de certains objectifs de vie. Typiquement, on aimerait bien habiter au bord de la mer. Aujourd'hui, Bordeaux, c'est pas très loin de la mer, mais c'est pas au bord de la mer quand même. Et donc, du coup, cette question se pose là, mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce qu'on le fait dans 2 ans, 3 ans, 4 ans? On sait pas encore. La question de la résidence principale se pose en disant, mais en fait, et si on ne fait pas ce projet maintenant, est-ce qu'on achète maintenant? Ou est-ce qu'on repousse l'achat au moment où on ira au bord de la mer? Bref. Oui, parce que si on suit ton conseil d'avoir toujours 2 coups d'avance, tes 2 coups d'avance, toi, c'est l'achat de la résidence au bord de l'océan. Au bord de l'océan, ouais, exactement. Mais du coup, c'est pas forcément les mêmes budgets. Ça dépend de la localisation. Ça pose du coup la question de la nouvelle localisation, parce que du coup, ça veut dire pas Bordeaux. Ça pose la question de plein de choses. Ça veut dire, mais alors du coup, on fait quoi comme prochain travail aussi si on doit déménager, est-ce que c'est toujours compatible avec nos jobs actuels? Bref, il y a plein de questions qui se posent. Donc c'est pour ça que je disais discussion en cours. Je trouve ça tellement difficile aujourd'hui de trancher sur cette question parce qu'on a, je sais pas si c'est tout le monde qui est comme ça. En tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à me projeter. Et je trouve qu'il y a tellement de nouveaux modèles qui émergent dans notre société, de nouvelles façons, par exemple, de faire famille, mais même en n'étant pas sous le même toit. Tu vois, je me dis peut-être que demain, j'aurais envie de tester la coparentalité où chacun vit indépendamment, même si on élève un enfant ensemble ou je sais pas, être dans une relation libre. Enfin, je parle je trouve qu'il y a tellement de nouveaux modèles qui émergent et qui viennent rebattre les cartes que ça devient d'autant plus difficile d'avoir cette capacité de se projeter sur plusieurs années. Et en parallèle, l'évolution des taux fait que, économiquement, si on veut s'y retrouver aussi financièrement, il faut être capable d'avoir cette projection ou alors d'avoir un plan B, comme on disait. Donc finalement, on se retrouve comme toi à repousser constamment ce projet d'achat et à pas prendre de décision. Effectivement, je repousse ce projet d'achat. Après, je ne considère pas forcément que ça soit un drame en soi, tu vois. Comme on le disait, c'est pas un choix qui se fait uniquement sur des critères financiers. C'est vrai que si je regarde uniquement les critères financiers, je me dis, tu as raté la meilleure occasion de ta vie il y a 6 ans, tu es en train de la rater tous les ans depuis cette année-là, tu vois. Il n'y a pas que ça qui pèse dans la balance. En fait, moi, dans ma situation, elle reste quand même confortable. C'est-à-dire qu'en fait, même si je n'achète pas de résidence principale, je continue à me créer de l'épargne qui, demain, en fait, pourra servir d'apport. Et donc, en fait, aujourd'hui, je suis bien content d'avoir de l'apport face au taux d'emprunt qui va augmenter. En fait, ça me met pas de bâton dans les roues par rapport à mes projets d'achat parce que je me suis considéré un apport suffisant pour pas avoir à m'endetter énormément. Mais pour pouvoir constituer cet apport et du coup investir, il faut aussi avoir une idée de l'horizon que tu as devant toi pour savoir justement quel risque tu vas prendre en fonction du délai que tu as devant toi. Tu vas pas faire les mêmes investissements selon si tu as 1, 2, 3 ans devant toi ou alors 10 ans devant toi. Et c'est là où je trouve que pour moi, ça rend la réflexion d'autant plus compliquée quand en plus on prend le facteur temps dans la balance. Ouais, alors là-dessus, pareil, je sais pas si c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. En tout cas, tu vois, moi, c'est la manière dans laquelle je me l'applique à titre perso. Je sais que, en fait, ça pourrait arriver dans les 2, 3 ans, tu vois, et éventuellement même dans les 12 prochains mois. Donc, du coup, en fait, tout ce qui va être épargne en vue de la résidence principale, je le garde sur des placements peu risqués. Si j'achète finalement plus tard, je vais perdre, j'aurais pas investi sur les meilleurs placements, mais en même temps,
Ça me permet d'avoir cette tranquillité d'esprit-là aussi, de me dire à tout moment, en fait, je peux faire cet achat de résidence principale parce que j'ai cet apport qui est sur des placements peu risqués et liquides et que je peux aller chercher à tout moment. On revient sur cette notion d'épargne liquide mobilisable. En fait, je sais que ce projet-là, je peux le réaliser dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans si je veux. Et du coup, je fais le choix de perdre en performance sur 5 ans si jamais je le fais dans 5 ans. Et est-ce que tu as toujours réfléchi comme ça? Parce que si on revient à 2016, au moment où tu t'es installé à Lyon, est-ce que à ce moment-là aussi, tu te disais, peut-être potentiellement, je vais acheter dans les prochaines années, donc je prends des placements non risqués pour avoir cette épargne, cet apport disponible à tout moment? La conclusion à cette époque-là était un peu différente, était de dire j'étais entre guillemets «encore un peu étudiant dans ma tête». J'étais en mode: «Non, flemme, je vais pas devenir propriétaire, ça me saoule. J'ai pas envie d'être bloqué, tu vois, sur un bien où en fait, peut-être dans 1 an, je vais déménager ailleurs et cetera». J'étais plus dans une logique où je me disais: «Je vais bouger souvent». Et finalement, j'ai beaucoup moins bougé que prévu. J'étais plus en disant: «Bon, on verra ça plus tard, on va placer en prenant un max de risques». Et je me disais: «De toute façon, ça sera pas fait avant 5, 6 ans». Voilà. Et donc là, je savais que j'avais plus de délai devant moi, donc j'ai pris plus de risques. Que maintenant, j'en prends moins qu'à l'époque. Donc tu avais quand même pris cette décision de te dire: «Ben non, je reste locataire, j'ai envie d'avoir cette liberté de mouvement, j'ai envie de pouvoir, suivre les opportunités professionnelles qui se présentent à moi et donc de pas être enraciné à un même endroit et donc je fais ce choix conscient de placer sur des placements plus risqués avec un horizon de temps 5, 10 ans, pour, lisser mon risque et aller chercher de la performance». Exactement. Les pépettes. Moi, il y a une autre peur aussi, que j'ai parce que donc on est tous les 2 indépendants, tous les 2 à nos comptes. Moi, la peur que j'ai en tant que locataire, c'est de me faire, un jour congédier par mon propriétaire et comme je suis dans une ville où il y a une forte demande, une forte tension, locative, j'ai quand même cette peur de ne pas pouvoir me reloger derrière ou du moins de me reloger dans un appartement qui sera aussi bien ou au même endroit et parfois je me dis en fait, aussi quand on est entrepreneur ou indépendant, c'est presque plus facile, dans certains cas d'acheter que de louer, surtout si on nous demande aujourd'hui de gagner 3 fois le montant du loyer. Ce que demandent certaines agences, certaines sociétés de gestion immobilière. Complètement, c'est un conseil que j'ai souvent entendu pour les futurs entrepreneurs et entrepreneuses de dire, en fait: «Achetez votre résidence principale avant d'entreprendre parce qu'après ça sera fini». Effectivement, en fait, enfin, faut voir que quand on est entrepreneur, du coup, généralement, les banques vont nous demander au moins 3 ans de bilan avant de vouloir nous prêter. C'est-à-dire, il faut avoir été entrepreneur pendant 3 ans, avoir eu des bilans positifs pendant 3 ans avant que la banque puisse prendre en compte les revenus, de l'entrepreneuriat. Donc déjà, ça rajoute de facto 3 ans de délai dans la vue s'il y en a qui voulaient, acheter. Ou alors il faut, se reposer sur les revenus du conjoint. Enfin, il y a un peu des peurs, de chaque côté, quoi. Quand on est locataire, effectivement, il y a ce risque ou cette peur d'être délogé à tout moment et donc de redevoir chercher un appartement, en sachant qu'on n'a pas forcément le meilleur dossier. Il y a le risque de ne pas retrouver non plus le même type de bien si jamais on se fait déloger. Et même, il y a aussi un risque ou une peur, en tout cas, enfin, un truc qui est assez mal perçu, je pense, par la plupart des locataires, c'est le fait que les loyers sont indexés sur l'inflation, la plupart. Si les propriétaires font bien leur travail de propriétaire, les loyers sont indexés sur l'inflation et donc vont monter régulièrement. Là où, quand on achète un bien immobilier, les mensualités sont empruntent encore en France à taux fixe et donc du coup, les mensualités sont fixes. Donc ça permet en fait de caler la mensualité maximum que vous paierez toute votre vie quand vous achetez, pendant toute la durée de l'emprunt, on va dire. Et donc, il y a un peu un jeu d'équilibriste à trouver entre les deux, mais c'est pas forcément évident d'acheter si on se projette pas, mais en même temps, on a envie d'entreprendre, etc. Donc, ouais, c'est sûr que c'est un peu il y a plein de facteurs à prendre en compte. C'est pas vraiment pas évident comme situation. Célibataire, 30 ans, entrepreneur est la pire situation si vous voulez être propriétaire de votre résidence principale. Oui, si on veut être propriétaire, mais aussi si on veut pouvoir se reloger facilement parce qu'on est quand même en concurrence. Enfin, moi, je suis en concurrence avec des personnes qui sont salariées, en CDI. Donc, forcément, mon dossier fait, beaucoup moins le poids, et beaucoup moins sexy que le dossier du voisin, quand je demande un logement là où je suis. Ouais, clairement. Nous, tu vois, là, dans le logement où je suis actuellement, on a eu la chance, mon salaire d'entrepreneur n'était pas du tout pris en compte. C'est uniquement avec le salaire de ma compagne, du coup, qu'on a pu avoir le bien. Et là, il faut passer directement avec les propriétaires, les agences, c'est infernal. Ça me fait penser, du coup à Pierre Guilbeault que tu connais également et qui est aussi intervenu sur le podcast, qui est entrepreneur. Il me disait souvent, «Choose your hard», donc choisis ce qui est le plus difficile pour toi. Est-ce que le plus difficile pour toi, c'est de rester locataire et d'avoir du coup cette peur d'être mise à la porte et de pas pouvoir te reloger derrière, ou du moins de te reloger dans un appartement aussi bien? Ou alors est-ce que c'est, de devenir propriétaire et de devoir s'engager sur un emprunt à 20 ans et devoir rembourser des mensualités de crédit qui vont être peut-être plus lourdes finalement à porter, qui vont, potentiellement t'enfermer dans un emploi stable ou dans un certain type d'activité? Il
faut choisir en son âme et conscience ce qui va être le plus simple et ce qu'on va être capable d'accepter plus facilement comme situation. Je recommande quand même ce livre de Annie Duke, qui est une experte de poker, et qui dit en fait, il faut savoir faire les choix avec les cartes qu'on a en main. En gros, faut pas regretter ses choix une fois qu'on a eu les informations supplémentaires. Donc en gros, il faut prendre les informations qu'on a aujourd'hui en soi, comment est-ce qu'on se connaît aujourd'hui, quelle est notre situation aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire, les projets qu'on a envie de mener. Et c'est sur la base de ces infos-là qu'il faut prendre des décisions et pas sur la base de peut-être qu'un jour je vais changer tel truc ou en fait les taux vont baisser ou descendre, etc. Il faut juste prendre les informations telles qu'on les a aujourd'hui et prendre des décisions sur cette base-là. Faire des paris sur l'avenir, c'est généralement pas les bonnes décisions. Et c'est ce qui permet aussi de peut-être d'éviter le regret plus tard et de se dire, bah là, à cette époque, avec les cartes que j'avais en main, avec les informations à ma disposition, j'ai pris la meilleure décision et peut-être que finalement, ce ne sera pas été la meilleure vu ce qui va se passer dans le futur, mais qu'à ce moment-là, ça nous semblait être la meilleure. C'est exactement c'est la phrase que je voulais dire. Voilà, c'est exactement ça. Ça permet en fait de prendre des décisions qu'on ne regrettera jamais parce on sait qu'on les a prises sur la base des meilleures informations qu'on avait à disposition à ce moment-là. En conclusion, à partir de tout ce qu'on vient de voir, de ces différents critères, quels sont pour toi les critères qui sont les plus importants? Je pense que dans les critères émotionnels, je pense que le premier, c'est plutôt son projet de vie. C'est ce qu'en fait, cet achat de résidence principale, il colle vraiment avec ce que vous avez envie de faire dans votre projet de vie pour les prochaines années ou pas. Et si c'est pas le cas, c'est pas un drame de pas être propriétaire d'une résidence principale. C'est plutôt s'opposer un peu à la pression sociale. Le deuxième, je pense que c'est surtout ne pas renier ses valeurs. Vraiment, c'est ultra important. Et donc, si vous voulez faire un projet de résidence principale, mettez vos valeurs au cœur de toutes vos décisions. Et puis après, il y a un énorme travail à faire sur soi, sur comprendre ses motivations, ses peurs, qu'est-ce qui nous pousse un peu au quotidien et pourquoi, du coup, on prend les choix qu'on fait. Et ça, c'est plus de la découverte personnelle qu'un critère. Si je dois juste rajouter une chose, écoutez juste après l'épisode de Maëlle sur la partie financière qui vous offrira, je pense, le bon complément à cet épisode sur le volet plutôt émotionnel. J'espère que cette première partie avec Gaël vous a donné des pistes de réflexion pour vous aider à prendre la bonne décision. Dans la deuxième partie, j'aborderai avec Maëlle toute la dimension économique et financière. Entre la location et la propriété immobilière, quelle est l'option qui vous coûte le moins d'argent et qui vous permet de vous enrichir financièrement? Si vous avez en tête qu'être locataire, c'est jeter l'argent par les fenêtres, ma conversation avec Maëlle va sûrement bousculer cette croyance. Je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de cet épisode. Et d'ici là, je vous souhaite de mettre du sens dans vos finances.